Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bienvenue pour le deuxième épisode de Sous la blouse et aujourd'hui on reçoit Mathilde Maillard. Bonjour Mathilde. Bonjour Élodie. Alors Mathilde, toi tu es étudiante en troisième année de thèse en impression 3D pour le biomédical, c'est ça ? Exactement, oui. Alors toi t'es plutôt habituée à enregistrer les podcasts mais pas forcément à être invitée. Donc... Oui, ça fait très bizarre. Donc je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui, pas juste pour ça, je suis vraiment contente parce que... Mais déjà, j'avais envie de montrer la science dans les labos et pas nécessairement que les chercheurs et les chercheuses, de montrer qu'il y a plein d'autres personnels dans les labos, notamment il y a beaucoup d'étudiants en thèse, donc j'avais envie d'avoir quelqu'un qui était en thèse. Donc ça, c'était la première raison. Il y a aussi une autre raison, c'est que tu es hyper active dans plein d'autres domaines, que tu as un super podcast effectivement, que tu as vraiment plein de choses hyper intéressantes à nous raconter en dehors de la recherche, donc j'ai vraiment hâte que tu nous expliques tout ça dans l'épisode. Et on va commencer bien sûr avec la blouse sur le dos si ça te dit, et tu vas nous raconter tes recherches, mais avant ça, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Oui, mais pas tout le temps, mais en règle générale, oui quand même. Est-ce que tu veux bien mettre la blouse qu'on enlèvera après pour nous raconter un petit peu ce que tu fais comme recherche et sur quoi tu travailles ? Ma thèse, en fait, donc c'est de la fabrication additive ou de l'impression 3D. C'est plus facilement dit comme ça dans le grand public. Et le but, c'est de réussir à créer des matériaux qui vont pouvoir être servis dans un cadre biomédical. Donc moi, par exemple, je fabrique des biomatériaux plutôt à destination dentaire, mais on peut très bien fabriquer des biomatériaux pour du comblement osseux, etc., ce genre de choses. Et le but, c'est de réussir, grâce à l'impression 3D, finalement, de faire des formes, des géométries complexes, donc pour pouvoir être inséré partout, dans des endroits très compliqués, chose que la fabrication soustractive ne peut pas faire. Alors, c'est et quoi mon but... Oui. C'est quoi une fabrication soustractive ? Alors, la fabrication soustractive, c'est les procédés de fabrication qui sont utilisés depuis toujours. En gros, souvent, par exemple, on a un moule, on remplit ce moule du matériau, on fait chauffer et hop, ça donne un matériau. Donc, en fait, la forme dépend juste du moule. Et okay. C'est de la production de masse et c'est ce qu'on fait dans l'industrie depuis toujours. Et c'est en ça que la fabrication additive, c'était original et c'était... très demandé parce qu'en fait, on peut créer des formes vraiment particulières et souvent, par exemple, les chirurgiens vont récupérer des radiographies de patients issus d'IRM ou de radiographie, peu importe, et on va essayer d'imprimer exactement le matériau qui manque pour combler un endroit bien précis qu'on aura vu sur la radio, par exemple. D'accord. Et mon but, dans un second temps, c'est déjà de réussir à imprimer les matériaux qu'on souhaite, de les tester mécaniquement, de les tester physiquement et après par la suite biologiquement, puisque vu qu'on veut travailler dans du biomédical, il faut que par exemple notre matériau soit biocompatible, donc c'est-à-dire qu'il soit tout à fait accepté par notre corps, et voilà. Et qu'est-ce que par exemple t'as imprimé en 3D ? Fais-nous rêver. Alors, dans un de mes stages, j'avais imprimé des matériaux avec à l'intérieur des cellules souches qu'on essayait de... les cellules souches arrivaient à se multiplier, arrivaient à coloniser le matériau, et on voulait que ces cellules souches se transforment en cellules osseuses. D'accord. Et là, actuellement, j'imprime plutôt des matériaux durs, puisque mon but est de faire plutôt du dentaire. Ouais. Donc, j'essaye d'imprimer des formes qui se rapprochent à une dent. Donc, voilà. D'accord, ok, c'est hyper intéressant et je te propose, maintenant que tu nous as expliqué sur quoi tu travaillais, d'enlever ta blouse. Allez. Et de parler un petit peu de toi maintenant, t'es prête ? C'est parti. Super. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'elle est venue, cette envie de travailler sur ce sujet, l'impression 3D biomédicale ? Comment ça t'est venu ? Oui, alors ma réponse ne va pas plaire, hein, c'est pas sexy, hein, mais j'ai jamais voulu faire ça à la base. Ouais. Moi, mon rêve quand j'étais au collège, moi c'était même avant le lycée, donc quand j'étais au collège, je voulais travailler dans les sciences criminelles. C'était vraiment mon rêve. Je me souviens comme les experts en fait.
Ouais, un peu comme les experts. Et puis, vraiment, je sais pas pourquoi. Enfin, si. En vrai, c'est que j'ai toujours été attirée par la médecine et la santé. Ouais. Mais j'avais peur de tuer des gens. Je m'étais dit, D'accord, ok. non, mais si je deviens chirurgienne et que je tue des gens parce que je fais des erreurs ou quoi, j'arriverai pas à vivre avec. Bon, c'est un peu débile, hein, comme Non, manière mais de... du coup, autant aller sur des gens morts, en fait, c'est ça? Voilà. En fait, Ouais, pour ouais. moi, c'était logique. Je me suis dit, bah, la personne est déjà morte, c'est bon. Je risque Et, pas de la tuer. voilà, c'est ça. Et en fait, je me souviens très bien que mon stage de troisième, donc fin de collège, j'avais cherché à travailler dans une morgue, en fait, enfin, à travailler Ouais. avec un médecin légiste. Et j'avais pas été prise parce que, voilà, il y avait trop des problèmes d'éthique, de confidentialité à mon âge, etc. Bon, voilà, peu importe. Et voilà, c'était vraiment mon objectif. Et en fait, il se trouve que les études de sciences criminelles, vraiment à proprement parler, Ouais. il y en a pas partout Ouais, dans le ouais. monde. Il y a que 3 écoles pour l'instant dans le Mm. monde qui sont vraiment spécialisées en sciences criminelles. Donc, c'est-à-dire que dès la première année, vous avez des cours de balistique, vous avez des cours de médecine légale, des cours de droit aussi, de criminologie. Ça aussi parce que les gens pensent que les sciences criminelles, c'est que de la criminologie, pardon. Or, la Ouais. criminologie, c'est un pan des sciences criminelles. La criminologie, c'est une étude sociale de la société sur pourquoi ça pousse les individus à commettre des crimes, etc. Bref. Donc, il y avait que 3 écoles au monde, dont Ouais. une en Suisse. Et Ah. donc, cette école en Suisse, qui est donc l'école des sciences criminelles de Lausanne, où on avait des cours à l'université de Lausanne, mais également à l'EPFL, c'était en fait mon objectif. Et Ouais. quand j'ai eu 13 ans, 14 ans, j'ai dit à mes parents, je veux aller dans cette école. Ouais. Et en fait, c'était à un tel point une obsession pour moi que à l'époque sur AP-Bac, post-bac, je sais plus, Ouais. j'avais mis aucun autre choix. Ah Donc, ouais, c'était c'est-à-dire que si vraiment... j'étais Ouais. pas prise, bah j'avais rien. C'était ça ou rien, quoi. Ah ouais, c'était vraiment une obsession. Et en fait, je me souviens qu'il fallait une note minimale au bac. Et déjà en amont, on avait une présélection au mois de décembre avant l'année de notre bac Ah sur ouais. tout ce qu'on avait fait avant. Et déjà en décembre, ils nous disaient si oui ou non on était accepté, Ouais. enfin pré-accepté. Et donc, moi, j'avais été préacceptée, j'avais été faire les Bravo. journées portes ouvertes. Ouais. Enfin, c'était un rêve, quoi. C'était... Quand j'y repense, enfin, je me revois encore là avec toute l'émotion que j'avais. Et puis, au mois de juillet, j'ai eu mon bac avec la mention qu'il fallait. Et puis, bah, au mois d'août, j'étais en Suisse. Génial. Donc, À voilà, ça, réaliser c'était... ton rêve, quoi. Ouais, c'était vraiment... Voilà, j'étais super heureuse à l'époque. Voilà, après, la réalité est revenue au galop. Donc, c'est-à-dire que donc c'était une école en Suisse. Donc, comme je l'ai dit, les cours un peu plus sociaux, le droit, etc., c'était dispensé par l'Université de Lausanne. Et par contre, en première année, on avait un énorme tronc commun avec l'EPFL, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Europe. Hein, voilà, enfin, l'EPFL, c'est dans le top. C'est l'école quoi. polytechnique de Lausanne. Ouais. Ouais, École Polytechnique de Lausanne. Et là, donc en première année, on avait vraiment des maths à foison, de la physique, de la chimie, enfin vraiment un tronc commun énorme et très difficile. En plus, cette école, enfin, je pense que c'est un peu tout le système suisse qui est comme ça, c'est-à-dire que une fois que vous êtes accepté, ça garantit pas qu'on va vous garder jusqu'à la fin, parce D'accord. qu'à la fin de chaque année, ils font une sélection et il y a tant de places pour passer dans l'année supérieure, et D'accord. c'est comme ça. Ok. Et voilà, j'ai malheureusement, en plus étant en Suisse, j'avais un job étudiant à côté, je travaillais beaucoup, Ouais. parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider. Ouais. Et ça a été très difficile. Et voilà, j'ai tenu 2 ans, mais j'ai pas tenu plus. Et donc, il a fallu retourner en France. Voilà. Ouais. Mais pendant mon parcours, en fait, j'avais eu donc des cours, voilà, de chimie et tout. Et en fait, dans ces cours, on avait vu le potentiel des nanoparticules utilisées pour la détection d'empreintes digitales. Et c'est un de mes profs qui développait ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, voulant toujours faire ça à l'époque, je me suis dit, bah c'est pas grave Mathilde, tu rentres en France. En plus, à l'époque, j'avais obtenu une VAE, du coup, par rapport à mes 2 ans que Alors j'avais attends, déjà fait. VAE, c'est quoi déjà? C'est Validation par les acquis Ah oui, non, pardon. des enseignements, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en gros, je me suis dit, eh ben, tu retournes en France et tu intègres une licence chimie des matériaux pour travailler sur les nanoparticules.
et pour un master retourner là-bas. Donc c'était D'accord. vraiment mon goal. Tu l'as pas parce trop que mal j'avais- vécu sur le moment? Ah si, sur le moment, j'ai été, j'étais très triste, très déçue de moi-même. Je regrettais beaucoup. Je regrettais de pas avoir plus travaillé. Voilà. Mais À l'époque, j'avais pas encore la maturité Ouais. nécessaire pour en tout cas me rendre compte que bah il y avait autre chose que le travail, quoi. C'était vraiment un environnement très dur. J'étais toute seule. Je travaillais à côté de mes études, là où plein d'amis à moi ne travaillaient pas. Enfin, mais je m'en voulais beaucoup. Mais surtout, Et tu avais trouvé une façon, avec ce master, au final, de rebondir et d'y retourner, quoi. ouais, en fait, vraiment, j'avais déjà entendu une histoire d'une fille qui n'avait pas réussi dans cette école, qui était rentrée en France et qui était revenue en master. Donc vraiment, pour moi, je m'étais dit, allez Mathilde, enfin, il y a encore de l'espoir et tout. Ok. Et donc, je me souviens en plus très bien qu'à l'époque, j'avais demandé à l'école si je pouvais faire ça. Ensuite, quand j'avais été acceptée directement en deuxième année de licence chimie des matériaux à Bordeaux, j'avais bien demandé à l'école en Suisse. Donc voilà, je viens de rentrer en deuxième année directement. Donc en gros, dans 2 ans, je repostule. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? À l'époque, il m'avait dit non, il n'y a pas de souci, c'est très bien. On se revoit très vite, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'était mon objectif. Donc je vais en chimie des matériaux à Bordeaux. Alors, bien que j'avais quand même eu des cours bien costauds à l'EPFL, c'est vrai qu'ayant raté une première année que de chimie en France, il y avait certains domaines que j'avais pas forcément explorés à fond. Et bon, ça, c'était pas facile de prendre un peu en cours de route. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et en L3, donc en troisième année de licence, finalement, j'ai eu le droit de choisir une option. Ouais. Et j'ai pris l'option biomatériaux. Alors, à l'époque, pourquoi j'ai pris cette option? Parce que voilà, il y avait des nanoparticules et je m'étais dit cool de faire une option avec des matériaux et la santé, ça me parle, quoi. Ouais. Donc j'avais pris ça. Je vais fin de licence faire ma demande pour réintégrer l'école de sciences criminelles. L'école, la secrétaire de l'école à l'époque me dit c'est super Mathilde, on va faire votre dossier. Et là, je me prends un refus. Mais non. Mais pas de l'école, je me prends un refus de l'université de Lausanne, qui a jugé que vu que j'ai fait une licence avec une VAE, donc une licence seulement en 2 ans et pas en 3 ans, ma licence ne valait rien en fait. Mais non. Donc, ouais, pour eux, ils ont estimé que je n'avais pas les crédits supplémentaires pour postuler, suffisants pour postuler en master, parce que j'avais fait ma licence en 2 ans, alors que l'école de sciences criminelles m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, le directeur de ma licence à Bordeaux m'avait beaucoup soutenue. Il leur avait écrit une lettre en disant mais écoutez, on a fait passer Mathilde directement en deuxième année parce que on a jugé que vu son parcours, elle avait les compétences, etc. Et en fait, rien n'y fait. Ils voulaient rien entendre. Donc, ils m'ont refusé. Et en fait, je voulais tellement y retourner que j'ai fait appel. Donc, on a fait appel, c'est passé dans une commission, j'ai dû payer parce que du coup, c'est un acte où tu rentres dans un processus de justice. J'ai fait appel avec toutes les preuves que j'avais, tous les mails échangés, etc. Mais ça n'a pas fonctionné au final. Donc, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Et ça a été à nouveau très difficile pour moi. Mais entre-temps, j'avais quand même postulé à certains masters donc finalement dans le domaine des biomatériaux parce que je m'étais dit, au cas où, on ne sait jamais. C'est pas mal que tu aies fait ça parce qu'au final, t'étais un petit peu plus prévoyante qu'après le bac. C'est ça. Où tu t'es dit, on verra. Ouais, mais je t'avoue que ça a été ça a dû être dur. Très difficile. Ah, mais c'est certain, surtout que t'avais prévu ça depuis toute petite en fait. Ah ouais, et puis tous mes amis m'attendaient, tous mes amis y croyaient. Même, je me souviens, mes amis à l'époque qui étaient encore à l'école de sciences criminelles avaient été voir la direction. Tout le monde m'a aidé, même mes anciens professeurs de l'école de sciences criminelles m'ont aidé. Et en fait, c'est pas l'école qui voulait pas parce que l'école était c'était vraiment l'université. Ouais. Donc, mais t'as rebondi. Oui, j'ai rebondi.
Et donc finalement, j'avais fait 2 choix de master, dont un master de nanoparticules à Grenoble qui était très 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 bien noté, et un master ingénierie de la santé biomatériaux à Paris. Finalement, j'ai été pris dans les deux. Ça a été difficile pour choisir, mais je me suis dit, les biomatériaux quand même, ça relie la santé et les matériaux, et en fait, j'adore ça. J'ai découvert que j'adorais ça, donc let's go quoi. Et donc là, j'ai fait mon master à Paris. Donc, c'est un master où on a des cours de médecine, on a des cours sur les normes, on a des cours à fond sur les matériaux, tout type de matériaux. Donc, c'était très, très dense, mais ça s'est très, très bien passé. Et puis, j'ai fait des super stages. J'ai fait un stage à l'armée, j'ai fait un stage de bioimpression. Oui, j'ai fait un stage à l'armée. Comment je me suis retrouvée là? Mais ouais, c'est ça un peu la question. Ouais, ben en gros... je pense que j'ai ça en moi depuis toujours. Moi, tout ce qui est, voilà, l'armée, la police, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime. Dans mon entourage proche, j'ai un policier et moi, j'admire ces gens-là, en fait, depuis toujours. Et je m'étais dit, bah, il y a forcément des laboratoires de recherche dans l'armée, enfin, c'est sûr. Ouais, bah ouais. Et effectivement, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé le laboratoire biomédical des armées à Paris, à Brétigny-sur-Orge, très exactement. Et je me suis dit... bah vas-y, envoie une candidature spontanée, ça coûte rien, quoi. Ouais. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que en envoyant une candidature spontanée, bah il se trouve que mon ancienne chef de stage voulait démarrer un stage et puis ben j'ai été prise, quoi. Génial. Et donc c'était super. Voilà, j'ai pu aller dans un bloc opératoire plus d'une fois faire des prélèvements. J'ai assisté à des opérations in vivo. J'ai fait de la culture cellulaire de la culture cellulaire alors que j'ai quand même une formation plutôt chimie des matériaux. Et c'est là où vraiment j'ai vu tout le potentiel du monde des biomatériaux, le fait d'être finalement à l'interface entre plusieurs disciplines, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Vraiment, ce stage il m'a beaucoup marqué. Je me souviendrai toujours la première fois que je suis allée dans un bloc opératoire. C'était pour une opération de prothèse de hanche, et je me suis dit, mais tu te rends compte, Mathilde, t'es dans un bloc opératoire. C'est génial, ouais. Ouais, voilà, ce stage à l'armée, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et après mon stage de Master 2, donc mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans un laboratoire à Nantes où j'ai fait de la bioimpression, donc c'est-à-dire que je faisais de l'impression 3D avec des cellules à l'intérieur, comme je l'expliquais au début. Ouais. Et là, pareil, ça a été super, super intéressant, super formateur scientifiquement. Et puis là, après, il a fallu se poser la question, ok, je viens de faire un bac+5, qu'est-ce que je fais après? Ouais. Et en fait, tout simplement, moi, on m'a jamais dit que je pouvais faire une thèse. Enfin, personne m'a jamais parlé d'une thèse parce que j'ai jamais été excellente, j'ai jamais été dans les premières de ma promo, j'ai jamais été une flèche. J'ai toujours été dans le milieu du panier. Après, en master, j'avais quand même des très bonnes notes parce que ça me plaisait. Bah ouais. Mais l'après-master m'a fait très peur et je me suis dit, mais en fait, là, demain, je dois être sur le marché du travail, mais en fait, je sais pas ce que je veux faire parce qu'il y a tellement de possibilités. Et au début, pour moi, la thèse, je le voyais vraiment comme un moyen de me laisser le temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment après. D'accord. C'était vraiment ça. Et en fait, il se trouve que, je vais essayer de raconter ça vite, mais en gros, mon stage de Nantes, à la base, j'avais été prise aussi dans un stage à Lyon, là où je fais ma thèse actuellement. D'accord. Et en fait, à l'époque, ils me proposaient de travailler sur un biomatériau, mais c'était pas de l'impression 3D. Ouais. Et je me souviens très bien, je leur avais dit, écoutez, je suis navrée de décliner votre offre parce que finalement, je vais aller faire de l'impression 3D à Nantes. Et ils m'avaient répondu, oh oui, tu as raison, c'est un domaine d'avenir, etc. Et en fait, il se trouve qu'un an plus tard, ils cherchaient des futurs doctorants et doctorantes pour un sujet de thèse en impression 3D. Et en fait, ils m'ont recontactée. Et moi, j'avais aussi postulé à plusieurs endroits. J'avais été prise à 3 endroits différents. Et finalement, j'ai eu un peu le luxe de choisir ma thèse, quoi. Waouh. Et tout ça c'était un sacré parcours pour arriver en thèse. Oui. Non, mais c'est bien. Et au final, t'es contente, ça t'intéresse ton sujet? Ah, j'adore. C'est passionnant. En fait, moi, vraiment, je suis convaincue que je ne serai jamais excellente, je ne serai jamais experte dans un domaine,
Mais le fait d'avoir l'interdisciplinarité que maintenant j'ai, le fait d'être capable de parler aussi bien avec un biologiste, aussi bien avec un chirurgien, Ouais. aussi bien avec un chimiste, et ben moi c'est ce qui me plaît. Finalement, c'est un mal pour un bien que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire initialement. Voilà, j'en suis convaincue. Et d'autant plus que l'impression 3D, ben maintenant, ça touche tous les domaines. Et Ouais. même dans les sciences criminelles, on peut utiliser l'impression 3D. Donc je me dis, si jamais Sur un un jour j'ai une malentendu. opportunité, je Génial. suis là. D'accord. Donc, t'es Voilà. quand même bien dans ta thèse, Ah oui, je suis même si très c'était pas bien ce que dans tu ma avais thèse. prévu de faire au départ. Ouais, je suis très bien dans ma thèse et peu importe ce que je ferai après ma thèse, je sais très bien que voilà, l'impression 3D, les biomatériaux, c'est quand même des domaines d'avenir et c'est des domaines avec plein de possibilités et voilà, je suis très heureuse comme ça. Il faut rappeler, parce que ces chiffres-là sont pas forcément hyper connus, mais parce que voilà, on se demande souvent faire une thèse. Souvent, l'idée, c'est on fait une thèse et après on part directement dans l'académie, donc dans la recherche académique. Mais il faut pas oublier que chaque année, il y a plus de 14 000 doctorats de toutes les matières qui sont décernés. Donc très clairement, il n'y a pas la place en académie pour tous ces docteurs, nouveaux docteurs. Il n'y a clairement pas assez de jobs, donc il y en a beaucoup qui partent faire autre chose. Et la thèse, c'est vraiment une formation clairement à la recherche, mais à plein d'autres choses. Et toi, notamment, pendant ta thèse, tu as vraiment une passion de l'entrepreneuriat, clairement. Alors déjà, tu as monté ton podcast, tu es en train de faire plein de choses. C'est venu comment, cette passion pour l'entrepreneuriat ? Alors, je pense sincèrement que j'ai ça en moi depuis toujours Ouais. parce que, en fait, quand je revois un peu mon parcours, le premier truc que j'ai fait, par exemple, ça n'a rien à voir avec la science, mais en fait, moi, je suis une mordue des jeux vidéo depuis toujours Ouais. parce que j'ai été élevée dans la culture des jeux vidéo avec mon papa. Ouais. Et en fait, je me souviens très bien que quand j'ai eu 18 ans, j'avais déjà créé avec des copains une web TV. Donc, une web TV, c'était Ah ouais. à l'époque un truc sur Internet où des gens se filmaient en train de jouer ou faisaient des talk shows et tout. Et en fait, finalement, il y a eu ça dès mes 18 ans. J'ai toujours aimé créer des choses, faire des choses. Et après, j'ai toujours été dans l'associatif. Ouais. Dans toutes mes études, que ce soit en Suisse, en France, j'ai toujours été dans l'associatif, à créer des événements et tout. Et en fait, je pense sincèrement que j'adore ça. J'adore créer des choses de moi-même et m'impliquer, quoi. Et du coup, Bien dans ma thèse est né comment ? Alors en fait, Bien dans ma thèse, c'est né avant le confinement. C'est né bien avant qu'on ait des problèmes, que voilà, quand la vie était encore normale. Pré-Covid. Et en fait, j'ai repensé à mon entrée dans le doctorat. Et en fait, il faut savoir, comme je vous le disais à l'époque, c'est que jamais quelqu'un m'avait poussé à faire un doctorat, voilà. Et donc, je me suis retrouvée un peu toute seule à devoir faire les démarches pour entreprendre un doctorat. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a aucune information. Moi, ayant fait l'université, c'est pas parce que j'ai fait l'université qu'on m'a forcément parlé du doctorat. Et je ne savais, c'était peut-être des questions triviales, mais je ne savais pas où postuler, ni comment, ni quand. Et en fait, je me suis retrouvée complètement dépourvue d'informations. Et puis, au-delà de ça, je ne savais pas ce que c'était réellement un doctorat, mis à part que c'est un bac+8. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, dès le premier jour de ma thèse, j'ai eu envie de parler du doctorat juste pour informer les gens, en fait, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour faire un doctorat finalement. Parce que moi, voilà, je me suis retrouvée vite perdue en fait dans les démarches pour faire un doctorat. Et je pense que c'est important et qu'il y a un vrai problème, en tout cas de valorisation déjà, mais surtout d'information sur le doctorat. Encore une fois, si vous n'êtes pas le premier de la promo, on va pas forcément venir vous en parler, quoi. Et je trouve ça dommage. Ouais, donc c'est pour ça que... Ouais, vas-y, pardon. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire Bien dans ma thèse et je me souviendrai toujours que dès le deuxième jour de ma thèse, j'avais enregistré une vidéo YouTube où je disais voilà, quel type de financement il existait à l'époque, comment j'ai fait pour chercher ma thèse. Mais en fait, cette vidéo, j'ai jamais osé la poster parce que, encore une fois, je m'étais dit que ça intéresserait personne. Mais non, mais au contraire. Et tu l'as pas postée d'ailleurs ? Non, je n'ai jamais posté cette vidéo et en fait, c'est seulement 1 an après que j'ai eu le courage, grâce à toi notamment, de me lancer réellement dans Bien dans ma thèse. Mais en vrai, Bien dans ma thèse, ça devrait exister déjà depuis le début de ma thèse, donc depuis 2018. Ah mais oui, quand même. voilà, j'avais pas eu le courage de
d'aller jusqu'au bout et je m'étais dit que ça intéressait personne alors que en vrai, il y a un vrai besoin de parler du doctorat et ça, j'en suis convaincue. Et t'as bien fait parce que je pense que ça intéresse effectivement plein de gens. Ah oui, en fait, en vrai, maintenant, presque, je dirais, tous les 2 jours, je reçois un mail ou un message sur Instagram ou sur Twitter d'étudiants qui veulent se lancer dans un doctorat ou des fois qui me demandent juste qu'est-ce que ça apporte un doctorat. Et je me dis, mais mince quand même, enfin, c'est à l'équipe encadrante quand même, du moins aux professeurs, etc., de valoriser et de parler du doctorat, quoi. Enfin, c'est quand même fou. Ouais, mais on n'en parle pas toujours. Enfin, tu vois, moi j'en ai fait un parce qu'on m'a dit que c'était... En fait, à l'époque, j'étais en licence, je savais pas quoi faire après, sachant que je voulais être prof au lycée. Et je suis allée voir la conseillère d'orientation à l'époque qui m'a dit non, ne fais pas d'agrégation, donc c'était le concours qu'il faut pour pouvoir enseigner au lycée, parce que ça sera trop compliqué, fais une thèse, c'est plus facile. Je pense que ces mots sont gravés dans mon cerveau, fais une thèse, ce sera plus facile, facile parce qu'il n'y a pas de concours, etc. Alors qu'il y a un concours pour avoir une bourse, c'est 3 ans, c'est un bac plus 8, c'est parfois un peu compliqué, surtout que c'est des manips. Après, heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que je suis tombée complètement amoureuse de la recherche la première fois que je suis arrivée dans un labo, donc elle m'aurait pas dit ça, j'aurais loupé ça, et au final, tant mieux. Mais voilà, enfin bref. T'as fait plein de choses, et moi, ce que j'ai vu aussi, qui est pas nécessairement l'entrepreneuriat, mais en tout cas qui est lié à cette idée d'associatif, cette idée d'aider les gens, de regrouper des gens, c'est quand il y a eu Covid-19 qui est arrivé, donc il y a bientôt 1 an, tout de suite, en fait, toi, t'as réagi, t'as eu une super réactivité, t'as pensé à tous ces doctorants, du coup, qui auraient plus d'accès au labo, pour qui la thèse allait être très compliquée, et t'as monté un espèce de support, donc un groupe sur Discord, donc Discord qui est une plateforme de discussion en fait en ligne, et puis des lives et des podcasts pour justement un petit peu les aider dans cette période compliquée. Et ça c'était vraiment chouette à voir se mettre en place. Je t'avouerai, j'ai halluciné sur ta réactivité. Tu nous racontes en 2 mots cette histoire un petit peu ? Ouais, alors pour tout avouer, hein, je ne pensais même pas qu'1 an après, ça existerait encore, tout ça. Non, mais je pense qu'on était tous pareils. On a repoussé Pint of Science, le festival de 4 mois, en se disant c'est bon, en septembre, il n'y aura plus rien. Ouais. On était bêtes à l'époque. Non, mais en fait, c'est que le jour du premier confinement, le premier jour, même c'était la veille, tout simplement, hein, j'ai paniqué, hein, moi-même, j'ai paniqué, je suis quelqu'un de plutôt sensible et j'ai tout de suite paniqué par rapport à ma thèse, etc. Et en fait, il se trouve que Eva, une personne formidable, une docteure, m'avait envoyé un message privé parce qu'elle voyait mes messages de panique, en gros, sur Twitter, en me disant j'ai créé un Discord pour mon laboratoire, peut-être qu'on pourrait faire ça pour des doctorants et tout. Et puis, moi, connaissant Discord, parce que c'est très utilisé dans le monde des jeux vidéo depuis des années, je me suis dit ouais, pourquoi pas, let's go quoi. Et puis du coup on a créé un Discord et en fait je me souviens, je voyais les gens apparaître sur le Discord de toutes les secondes et tout, j'étais là mais what the fuck, c'est incroyable. Et puis en fait aujourd'hui on est plus de 1100 doctorantes et doctorants de tous les domaines, de plein de pays différents et c'est super quoi. Et c'est top parce que du coup, vous vous entraidez, vous bossez ensemble, vous vous entraidez, vous discutez, ça vous permet de ne pas vous retrouver tout seul, chacun chez soi. Oui, et puis de vous aider, de vous filer des petits coups de main, voire juste remonter le moral quand il y a besoin, quoi. Ah, mais tout à fait. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait grandir aussi parce que forcément, je suis en thèse dans un domaine bien précis, donc en thèse plutôt expérimentale comme les nôtres, on est tous les jours au laboratoire, on est tout le temps avec nos collègues. En plus, j'ai la chance d'être dans un laboratoire incroyable, il y a une ambiance super entre tout le monde et tout. Mais en fait, c'est pas le cas de tous les doctorants. Et ça, moi, personnellement, c'est pas que si, j'en avais pas conscience parce qu'en fait, je ne le savais pas. Oui, et quand tu compares pas, tu sais pas en fait. Ça. Ouais, t'es dans ta petite bulle. Et il se bulle. trouve qu'en fait, il y a une vraie demande derrière parce qu'il y a énormément de doctorantes et doctorants qui sont déjà tout seuls chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'être dans un laboratoire ou des fois qui n'ont carrément pas de laboratoire, qui n'ont pas forcément de collègues, qui ne sont pas financés. Enfin bon, la liste est longue. Et en fait, vraiment une plateforme comme ça qui réunit des gens qui sont parfois isolés pendant leur thèse, mais c'est hyper important.
Ouais, surtout que, alors, effectivement, avec Covid, il y a eu de l'isolation, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, il y a des domaines, par exemple les sciences humaines et sociales, où au final, il n'y a pas forcément de labo, les gens bossent de chez eux, et c'est vrai qu'ils sont isolés même sans Covid, d'une façon générale. Et du coup, c'est vraiment hyper utile pour eux de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, et c'est chouette que tu aies créé ça. Et ça marche toujours, du coup, il y a encore des nouveaux qui s'inscrivent tous les jours, je suppose, non? Ouais, c'est ça, on voit tout le temps des nouveaux s'inscrire. Et vraiment, moi, la chose qui me marque le plus, c'est que donc ça va au-delà du simple conseil, de la simple entraide. C'est-à-dire que là, il y a carrément des gens qui relisent les publications des autres. Il y a Ouais. des gens qui ont corrigé la thèse de certaines et certains futurs docteurs. Il y a même quelqu'un là qui vient de se faire embaucher dans un laboratoire de quelqu'un. Enfin, c'est incroyable. Il y a des collaborations qui naissent. Il y a un échange de savoir parce que aussi, chose très importante que je n'avais pas forcément conscience, c'est que à titre d'exemple, moi par exemple pour ma biblio, j'utilise Zotero. Et ben en Ouais. fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que Zotero et Mendeley, à quoi ça sert quoi. Alors ça, pour expliquer aux gens qui sont en dehors de la recherche, en gros, c'est des logiciels pour gérer sa bibliographie, donc Ouais. ses articles. Mais tu Ouais. sais que moi à mon époque, moi dinosaure, à mon époque, c'était pas des trucs hyper communs de gérer ses articles. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une bibliothèque où on va mettre les articles en PDF, etc. Ça va permettre de les ranger. Et puis surtout, ça va permettre quand on a besoin de faire des articles ou d'écrire sa thèse, de faire une belle partie référence qui va se mettre en place toute seule, etc. Et moi, si tu veux, j'ai découvert que ces logiciels existaient le jour où j'ai dû faire ma partie référence dans ma thèse. Non mais ça c'est fou, tu vois. Et bah va rentrer des centaines Ouais, ouais. d'articles au moment, en plus où c'est la fin de ta thèse, t'es en train ça fait des mois que tu travailles dessus, t'en peux plus, tu vas la C'est rendre. ça. Et là, on te dit, tu utilises quel logiciel pour ta biblio? Et là, tu dis, quel quoi? Logiciel de biblio, je ne sais pas, je vais mourir. C'était horrible, mais du coup, je comprends complètement. Et c'est vrai que c'est hyper utile ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas en fait de réseau, il n'y a pas école doctorale, donc les étudiants en thèse sont regroupés par école doctorale, mais c'est vrai qu'on se voit pas forcément tout le temps. Et qu'il y a des labos où en fait les étudiants sont seuls. Et la thèse, c'est pas en fait. Donc pour les gens qui n'ont pas fait thèse, qui voient pas exactement ce que c'est, mais une thèse en fait, on n'est plus étudiant, on est déjà en fait on est un chercheur junior ou une chercheuse junior on bosse au labo, on fait le même travail que vont faire les chercheurs plus tard, ou en tout cas des choses qui ressemblent. Et c'est vrai que du coup on n'est pas forcément en classe pendant la journée, etc. Parfois on peut très bien faire sa thèse dans son coin, et il y a des labos où il n'y a pas d'autres thésards, donc parfois on est un peu tout seul, et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc c'est bien d'avoir créé ce truc-là. Tu vas en faire quoi quand tu auras soutenu? Bah, on est justement tu vas laisser vivre, ouais. de discuter d'une certaine passation. Alors, vu que maintenant on est beaucoup dessus, forcément ça demande de la modération, ça demande de faire attention à ce qui se dit, à filtrer les entrées pour pas qu'il y ait des propos haineux ou des gens perturbateurs. Donc ça demande beaucoup de temps de modération, et heureusement dans le Discord, il y a des gens géniaux qui s'occupent de la modération super bien. Mais effectivement, un jour, il faudra faire une petite passation, bien évidemment. Mais voilà, je sais qu'un jour, il va falloir que je lâche un petit peu le bébé, que je le laisse vivre. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Non, t'as encore un petit peu de temps. T'as encore un peu de temps. Et d'ailleurs, on va finir ce podcast. Donc, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé podcast, on a parlé donc un tout petit peu de Covid, mais pas trop, parce que bon, c'est pas le sujet dont on a envie de parler de plus en ce moment. Tu m'as pas dit, quand t'as un peu de temps entre tout ça, tu fais quoi? Je fais beaucoup de choses. Forcément. Alors en fait, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, Mathilde, elle est très 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 active. Elle fait vraiment des tonnes de trucs, et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir à mon micro, parce que tu fais tellement de choses et avec tellement de passion en fait que c'est vraiment génial de t'entendre. Donc qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Tu dors un peu? Tu dors? Ouais, je dors un petit peu, bien que ce soit un peu difficile en ce moment, mais non, en vrai, là, j'ai vraiment essayé de structurer mes semaines, mes journées, en partageant bien mon temps entre ma thèse et puis finalement mes activités de bien dans ma thèse. Après, c'est vrai que en dehors, quand il me reste un petit peu de temps, moi, j'adore jouer aux jeux vidéo encore depuis toujours. C'est lequel ton préféré du moment? Alors, moi, j'adore les jeux, donc les MMORPG, donc c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est les jeux en ligne, voilà, c'est dont un très connu, c'est World of Warcraft. Donc oui, ça je connais, tu vois. Voilà. Et bon, bref, ça fait depuis 2005 que je joue à ce jeu vidéo, mais voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette culture des jeux vidéo et j'ai d'ailleurs notamment beaucoup d'amis qui sont les jeux vidéo, c'est leur métier, ils sont dans ce monde et si j'avais pas fait de la science, je pense que j'aurais fait ça. Ouais, et c'est ce que c'est j'allais vraiment te demander. une culture que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans le monde des jeux vidéo. Enfin, bref, c'est un super monde, peu importe les clichés que les gens ont dessus, vraiment, voilà. Et j'aime beaucoup lire des livres d'entrepreneuriat et de développement personnel, ça, voilà. Et voilà, hein, ça fait des journées tout de suite bien chargées. Tout de suite bien chargées, ouais. Et puis, j'aurais bien dit aller au bar boire une petite pinte, mais mais ça sera pour plus tard. C'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais en fait, je suis... Enfin, maintenant, je ne le suis plus. J'ai été représentante des doctorants de mon laboratoire. Je suis encore représentante des doctorants au sein de mon école doctorale. Et je vais bientôt être élue représentante des doctorants au sein du conseil scientifique de mon école. Ouais, et effectivement... tout ce qui était soirée, team building, week-end, je m'occupais beaucoup de l'organisation de tout ça et j'adore ça. Bah oui, et puis tu as fait partie de l'organisation de Pint of Science aussi, tu fais toujours d'ailleurs. Oui, sur Lyon, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Alors Mathilde, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu voudrais mentionner avant que ce soit fini ? Oui, je pense qu'il y a un sujet aussi qui est important à aborder parce que au-delà de la science, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, à savoir la médiation scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis maintenant 6 ans, je crois. C'était l'année où j'avais rejoint l'association Indescience. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ? C'est une association qui vulgarise la science par les étudiants pour les étudiants. D'accord. Et en fait, voilà, ayant toujours été dans des associations étudiantes, j'ai voulu intégrer cette association plutôt nationale dans le but vraiment de faire de la médiation de science. D'accord, donc parler de science au grand public en fait. Hein. Voilà, parler de science au grand public. Donc, on a fait des événements, on faisait des podcasts, on en fait toujours, on publie des articles d'étudiants pour d'autres étudiants dans toutes les disciplines. On a rencontré des super personnes. Je me souviens, il y a un événement, on avait rencontré Hubert Reeves. Enfin, voilà, on a fait vraiment plein de choses. Ouais. Et en fait, je pense sincèrement que la médiation scientifique, ça c'est pareil, c'est aussi un petit truc que je garde à côté de ma tête. Ouais. Dans ma tête, pardon. C'est pas mal à côté de ta tête aussi, ouais. Parce que je suis convaincue que la médiation scientifique, on en a besoin, c'est très important. Et j'avais d'ailleurs notamment fait la formation à ma thèse en 180 secondes, qui est un concours où on parle de notre thèse en 3 minutes. Et vraiment, je suis convaincue que voilà, la médiation scientifique, en plus, aujourd'hui, on en a encore plus besoin. Il y a plein de docteurs, en fait, qui après se dirigent vers des parcours de médiation scientifique après leur thèse. Et je trouve ça super, en fait. Tu es un bel exemple. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui font ça, bon, pas juste après leur thèse, après quelques années après leur thèse. Non, mais effectivement, c'est une voie de plus en plus empruntée. Et puis, on a vu avec Covid-19 le besoin d'expliquer la science et de la montrer, en fait, tout simplement, et de bien communiquer, parce que là, il y a eu des cafouillis fantastiques, parce que, voilà, elle n'a pas forcément été bien expliquée. Et tu me convaincras pas, hein, mais parce que je suis déjà tellement convaincue que je suis complètement avec toi, que c'est quelque chose de très très important. Et effectivement, avec Indescience, vous faites aussi un travail vraiment chouette. Bravo en tout cas. Bah écoute, je te remercie d'avoir été ma deuxième invitée. Je pense que les gens seront contents de t'entendre invitée cette fois-ci. Moi en tout cas, j'étais vraiment très très contente de t'avoir pour ce deuxième épisode de Sous la blouse. Je te remercie Mathilde. Et puis... Merci à toi pour l'invitation, et je voulais quand même que tout le monde le sache, que si Bien dans ma thèse est née, c'est aussi grâce à toi, parce que c'est toi qui m'avais poussée à l'époque de lancer ce podcast, où quand je disais « mais non, ça intéressera personne de parler de doctorat », tu m'avais dit « si, fais-le », et vraiment, je t'en remercie. Bah écoute, de rien, et toi tu m'as bien aidée pour Sous la blouse, donc j'ai envie de dire, on a bouclé la boucle. Un grand merci à toi, et puis à bientôt. À bientôt. Salut.
Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.